Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et bonjour à toutes et à tous, vendredi 24 octobre, ravi de vous retrouver. Ce week-end, on va changer d'heure. Alors je le disais, c'est un marronnier journalistique, mais néanmoins, c'est un sujet de débat qui intéresse. Peut-être que Frédéric Dabi aura quelque chose à nous dire sur le sujet. On va parler de nombreux sujets avec vous, avec donc Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié avec Brice Sokol, vous allez publier dans quelques jours L'écharpe et les tempêtes aux éditions de l'Aube. Vous m'avez dit qu'il était encore mieux que le précédent. Vous venez de me l'apporter. C'est peu de le dire, alors. Donc on va, c'est face au maire, la défiance inattendue. Oui, point d'interrogation. Point d'interrogation. Pose la question. Mais c'est normalement les maires sont les personnages les plus aimés. Faut lire le livre. Il reste les piliers de la République, c'est eux qui échappent à l'éclipse politique, mais il y a une telle pression sur eux que c'est le réceptacle de toutes nos frustrations, nos craintes, nos inquiétudes. Et puis, pardon, Frédéric, mais il y a des maires qui sont, je pense au maire de Lyon, il y a des maires qui transforment les villes et qui ruinent les villes, Ouais. les maires écolos. Il y a 33 000 communes, hein, et vous citez la ville de Lyon. Non, je parle des grandes villes. Voilà, il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 habitants. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié Réussir, c'est possible aux éditions Fayard. Je ne sais pas si je republierai ça. Pourquoi Parce que ça devient de pire en pire. Ouais, entretien avec combien 40 patrons, c'est ça? Ouais. Voilà. 43. Mehdi Raïch, analyste politique, et Arnaud Stéphane. Vous avez rien publié, et Arnaud Stéphane non plus, mais fondateur. Ah si, moi, mais sous d'autres noms, parce que j'étais nègre. Ouais, oui. Fondateur de l'agence On a le droit La d'utiliser Note le de mot Com. Ah oui, c'est un russe. Je sais, Bah non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Les nègres en chemise, il n'y en a plus dans les boulangeries. Ouais, non, Les mais religieuses, il y en a encore, mais on hésite. débat Dans sur les le boulangeries, son. non, parce que c'était une glace, le nègre en chemise. Non, Non. Si, non, c'était tête de nègre, le Non, gâteau. c'est la tête. Ah oui, tête de. Le nègre en chemise, c'était une Bon, glace. on va pas entamer ce Mais c'est débat. pas grave. On va pas entamer ce débat maintenant. Voilà. Le permis à vie, c'est fini. Donc, il faudra repasser une visite. Faudra-t-il repasser une visite médicale tous les 15 ans? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Donc, mettre fin au changement d'heure. Donc, novembre, vous savez si on avance ou on recule? je sais qu'on se lève plus tard. Oui, on recule. Oui. On À recule. 3h, il sera 2h. Il y Voilà. a 1 heure, c'est sympa. Ouais. C'est juste à l'avantage. Non, quoi. mais, et moyen mnémotechnique, novembre, on recule, et avril, on avance. Ah. Ils Voilà. avaient fait ça exprès, vous pensez ou pas? Oui, je pense. L'armée française se prépare à un choc contre la Russie d'ici 3 bien ou sûr. 4 ans, et l'université Paris 8, quand l'apologie du terrorisme se fait à la fac. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Commençons avec ce changement d'heure. Vous êtes pour ou contre le changement d'heure? Contre. Contre? Oui, parce que ça me déstabilise beaucoup. Ah bon, vous êtes comme les vaches? Oui. Merci, ça Valérie. perturbe beaucoup les Oui. vaches, ouais. Oui, je trouve ça. Il va faire nuit, c'est beaucoup plus tôt. Bref, je trouve ça très compliqué. Bon, Mehdi, petit Non, tour pas de table. spécialement, non, pas spécialement perturbé. Il faut Même changer si, les montres, c'est un cauchemar. Oui, même si le coup du, il fait nuit plus tôt techniquement est dérangeant. Enfin, j'aime pas ça, mais objectivement, ça me dérange pas plus. Bon, mais c'est l'Espagne qui monte au créneau et qui demande à ce qu'il n'y ait plus de changement d'heure. Enfin, ça fait combien d'années qu'on dit qu'il n'y en aura plus? Bien sûr, oui, Allez, oui, Espagne, hein. Mais ils ont raison. En plus, pour les enfants, c'est un vrai compliqué, problème. Moi qui en ai quelques-uns, ça les perturbe énormément. Ça change le biorhythme. Il faut se coucher plus tôt, il faut se coucher plus tard. Ils y comprennent jamais rien. Après, vous avez des enfants qui sont soit très fatigués ou soit qui se réveillent extrêmement tôt. Donc non, c'est pas une bonne chose. Faut arrêter. Cette histoire avait été faite, on s'en rappelle, pour faire des soi-disant des économies d'énergie. Mais oui, mais vous allumez plus tôt. J'ai jamais compris cette logique. Non, mais Vous allumez la lumière plus tôt puisqu'il fait nuit plus tôt. C'est une idée complètement crétine. Non, c'est le matin, Mais, disons, je lève tôt. mais vous savez, c'est l'effet cliquet. Une fois qu'on a fait quelque chose, on a du mal à revenir en arrière. Il n'y a pas eu de sondage brillant là-dessus? Il y a eu une époque, il y avait un de mes confrères qui faisait des sondages là-dessus, et j'ai même plus les résultats en tête, que c'est pas un sujet qui me passionne. Je suis plutôt, comme Mehdi, je suis plutôt assez indifférent. Ce qui est vrai, je crois me souvenir qu'en 2021, il était prévu d'arrêter le changement d'heure, et finalement, l'Union européenne n'a pas délivré là-dessus. N'a Ouais, pas c'est eux qui s'en délivré. occupent. C'est encore une fois la faute. Et puis les non, c'est trains, pas les la machins. faute. Non, c'est embêtant. Enfin, c'est casse-pied. C'est casse-pied, mais est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que là, il y a quelques pays qui ruent dans les brancards vis-à-vis de l'Europe? On va en reparler avec l'histoire du permis de conduire. On en a parlé hier avec les voitures thermiques, fin des voitures thermiques en 2035. Il y a quand même aujourd'hui des tiraillements de pays qui réclament d'avoir une certaine souveraineté sur des sujets.
Arnaud. Oui, mais encore une fois, la question du changement d'heure, c'est un vieux serpent de mer. Oui. À plusieurs reprises, il avait été dit qu'en effet, on reviendrait là-dessus. Encore une fois, tout ça est hérité d'un autre temps. À l'époque du nucléaire, etc. Ces histoires d'économie d'énergie, ou encore une fois, elle est plus d'actualité que jamais, l'économie d'énergie. Rappelez-vous de la chasse au gaspillage pendant la chasse au gaspillage, exactement. La chasse au gaspillage. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est vrai que c'est très années 70. C'est Oui, très. mais la Je crois question que de c'était Valérie qui est intéressante, c'est que l'Europe devient de plus en plus quand même dominante. Oui, et je crois que c'est vraiment le sujet. Sur des questions qui devraient dépendre des pays, il y a une forme de souveraineté quand même. Et l'Europe nous impose sans arrêt. Et comme nous, on surtranspose en général. C'est compliqué et je comprends plus cette Europe-là, moi. Donc ça regardez, le Portugal avait l'heure de l'Angleterre, on n'a jamais su pourquoi, mais je comprends pas, ça doit passer par l'Union européenne. Quand ça veut, quand on veut, on peut. Mais pourquoi ça doit passer par l'Union européenne, ce type de l'Union décision ? décide. Parce que c'est une décision européenne et pour les 27, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes fuseaux horaires. Absolument. C'est pertinent. Pedro Sanchez, donc, il demande à ce que l'année prochaine, ce système donc de changement d'heure 2 fois par an et on peut pas voter. S'arrête. On peut faire un référendum pour ou contre le changement d'heure. Non, mais à l'Europe. Il dit que il y a un sondage, Frédéric, 84% des Européens sondés se disaient en faveur de son abolition, en quête d'une réponse européenne coordonnée, autrement dit d'une harmonisation au sein de l'UE. Bah oui, c'est compliqué si vous allez en Espagne ou à Rome et que c'est pas Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité et l'actualité qui vous fait réagir évidemment. C'est la fin du permis de conduire à vie. Les nouveaux permis de conduire ne seront valables que pendant 15 ans. Vous devrez ensuite passer une visite médicale. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous ? Marc est en ligne avec nous. Bonjour Marc. Ah non, on a Christian, pardon. Christian qui nous appelle d'Anglette, c'est presque pareil. Ouais, Marc, d'accord, ok. Non, vous êtes Christian, et on aura Marc après. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense que du bien, sauf que 15 ans, je trouve que c'est court. Je prolongerai un peu plus quand même, et je le situerai à partir d'un certain âge déjà. Oui. Donc, il me paraît tout à fait évident qu'à partir... Moi, j'ai 70 ans, vous voyez, par exemple, j'ai été opéré cataracte, laser, et hier, je suis allé chez l'ophtalmo pour faire une visite, voir comment ça fonctionne, comment ça va, parce que je conduis, et en fait, je repars avec une paire de lunettes de vue de loin. Ouais. Donc évidemment il faut faire attention, et puis il n'y a pas que ça, il y a les malades du cœur, et je pense qu'il faudrait catégoriser oui. Voilà, excusez-moi, ce genre de choses, et surtout ce truc-là, ne pas en faire un truc où il fait encore un truc de peur en disant oui on va nous retirer le permis. Je crois qu'il faut faire les choses, il faut bien les expliquer et pas faire peur aux gens en pensant la première chose, on va me retirer le permis parce que je boite. Je pense qu'il va y avoir un certain niveau pour arriver à ça, mais faire une visite tous les 15 ans, ça ne veut absolument rien dire, pour moi en tout cas. Oui, voilà. oui. Mais c'est vrai, je vois des témoignages de gens qui disent j'ai eu mon permis à la fin des années 80, je n'avais pas de problème de vue, aujourd'hui je porte des lunettes, mais je pourrais aussi conduire sans rien voir et ça passerait. Donc, on peut pas mettre ses lunettes aussi. Oui. Après moi j'ai rarement été contrôlée pour voir mes papiers. Oui, c'est vrai. J'étais très peu contrôlé dans ma vie, en dépit d'être plus jeune et d'être dans la population à risque. J'ai été très peu contrôlé dans ma vie. Et après, il y a beaucoup de gens effectivement qui conduisent sans permis. Donc vous pensez... Est-ce que les médecins pourraient pas prendre cette initiative ? Parce que d'abord, je pense immédiatement... Non, mais c'est quand vous passez votre permis, vous devez fournir un certificat médical d'aptitude. Et quand au bout de 15 ans vous devez renouveler votre permis, vous devez représenter un certificat médical. Mais moi je ne comprends pas pourquoi. Alors là, si on se met à encore exiger d'autres visites, ça coûte une fortune, on a vu dans quel état on est. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi de temps en temps donner des consignes aux médecins qui devraient signaler par exemple et dire à la personne pour conduire c'est embêtant, tout simplement avertir quelqu'un. Les traitements médicaux. Les traitements médicaux, On a Marc cette fois-ci en ligne. Alors Marc.
Oui, bonjour, c'est le même Bonjour. congelage que Christian. Bonjour. Bonjour. Et voilà, donc, je suis ancien médecin, mais pour dire que le médecin, quand il prescrit, il met bien en garde sur les effets secondaires des médicaments, type hypertension, ça. Donc, effectivement, les gens le savent. Maintenant, faire un contrôle, je veux dire que on vient d'une société où il faut tout contrôler. Je veux dire que les voitures électriques font 300 km. Pendant le Covid, on nous a dit il faut une autorisation de sortir de papier que vous écrivez pour sortir votre chien. Mais c'est sans arrêt ça, et ça devient infernal. Je veux dire que celui qui passe pas dans les clous en Chine, il n'a pas le droit de prendre le bus. Enfin, je veux dire, et ça va être de plus en plus. Et je trouve que quand on a le permis, qu'on sait conduire, voilà. Après, je vais voir les statistiques des accidents, des contraventions, enfin tout ça, avec ceux qui boivent de l'alcool, les drogues et tout ça. Et effectivement, comme Christian, je suis d'accord que ce soit fait, mettons à un certain âge, mais je veux dire que les médecins déjà préviennent des choses. Alors après, et aussi autre chose, la signalisation dans les routes. Moi, j'ai vu des endroits, des carrefours, mettons Porte de la Villette, à Saint-Cloud et tout ça, là près de la Berge et tout, de la Seine. Il y a plein de trucs qu'on se retrouve en sens interdit. Alors c'est mal signalé avant ou c'est signalé trop tard. Non, mais je veux dire que la signalisation sur les routes, c'est une horreur. Alors après, qu'il y a des gens qui roulent en sens inverse des fois. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Mais je veux dire que des fois, les carrefours sont très mal éclairés et tout. Donc, il faut d'abord des statistiques sur les causes d'accidents et tout ça, de pénalités, avant de encore à nouveau priver les gens d'une certaine liberté. Moi, je trouve que, et puis en plus, se dire que, évidemment, si on commet des infractions graves, il faut repasser le code et tout ça, d'accord. Mais je veux dire que systématiquement tous les 15 ans, je veux dire qu'on ne peut plus respirer, quoi. Voilà, je suis révolté. Vous n'êtes pas pour. Alors effectivement, il y a des auditeurs qui me disent, mais quid des maladies type Alzheimer, ou quand si vous faites une crise d'épilepsie, vous allez devoir attendre 15 ans pour qu'on vous dise que vous ne pouvez plus conduire. Enfin, il y a quelque chose effectivement. Il y a un truc qui s'appelle les dépôts séniles, vous savez, au bout d'un certain âge. Des dépôts séniles qui commencent à se mettre sur le cerveau. Et... Pourquoi vous me regardez? Non, je vous parle. Je viens de retirer mes lunettes. Je vous vois à peine. Donc regardez devant vous, s'il vous plaît. Ne regarde pas moi. Les dépôts séniles, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous commencez à avoir des pertes de réflexes, vous commencez à avoir des pertes d'attention, vous commencez à avoir des pertes. Vous avez des réflexes qui sont beaucoup moins rapides, etc. Je veux dire, on connaît tous, on a tous en tête ces histoires de ces vieux qui conduisent à 2 cm du volant, avec des lunettes en cul de bouteille, et je suis pas sûr que ça soit une vraie pub pour le maintien de la liberté totale sur le permis de conduire. Encore une fois, quand vous êtes, c'est du bon sens, c'est-à-dire que des gens qui vont chez le médecin régulièrement savent qu'il faut ce que disait Christian. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Non, mais c'est ça. Mais Christian disant, il faut mettre des lunettes. Oui, vous allez chez le médecin, il vous dit, il faut changer vos lunettes. Vous le faites quand vous êtes de bon sens et de bonne volonté. Après, et sans penser même à la conduite d'ailleurs. Non, absolument. Donc, oui, Frédéric. Non, mais on est entre cette articulation qu'on entend vos auditeurs, Valérie, entre liberté et contrainte. On est dans un pays où l'espérance de vie progresse malgré tout, et donc l'allongement démographique fait que c'est des questions qui ne se posaient pas il y a encore 20-30 ans. Moi, je remarquerais que dans le marasme politique que l'on connaît depuis maintenant des années, s'il y a une politique publique que les Français reconnaissent en termes de succès, c'est la politique de sécurité routière. On se souvient, c'était le grand chantier du quinquennat de Jacques Chirac. C'était la sécurité routière, le handicap de mémoire et un troisième, et la lutte contre le cancer. Merci avec l'INCa. On était monté à 10 ou 12 000 morts par an. Et c'est une politique qui a réussi. On a entendu hurler sur le permis à points. On a entendu beaucoup vilipender la ceinture de sécurité à l'arrière. Maintenant, c'est des choses qui sont quand même la limitation de vitesse, ça a donné les gilets jaunes. Oui, alors pas que ça, mais c'est vrai que la limitation de vitesse... À l'époque de Jacques Chirac, ça a changé. Non, mais par contre, il y a la technologie qui a quand même... Et puis aussi, Arnaud a raison de le dire. La technologie a énormément changé la donne sur la question de la sécurité. C'est vrai que la question de la ceinture de sécurité à l'arrière, aujourd'hui, c'est un réflexe que tout le monde a. C'est même plus une question, donc ça, c'est plutôt très bien. Et sur la question de la démographie, même si c'est lié au sujet des retraites, c'est très intéressant, puisque plus que la population va devenir de plus en plus vieille et que la population des seniors sera plus nombreuse, cette question-là et ces questions-là doivent impérativement se poser. Donc c'est un enjeu de politique publique pour le coup. Ouais. On va se retrouver dans un tout petit instant. On va voir avec Frédéric Dabi votre
Baromètre sur le climat actuel et les répercussions en particulier pour les TPE, pour les très petites, les patrons de TPE qui souffrent particulièrement. 80% des patrons de très petites entreprises sont inquiets et en colère face à l'instabilité politique et hélas on a le sentiment que ça ne fait que commencer. Donc si vous êtes petit patron, appelez-nous pour nous raconter un petit peu comment ça se passe pour vous. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Pardon, c'est Sophie qui me fait rire. Les TPE face au climat politique, Frédéric, ça va mal. Oui. Les commerçants le disent, les commerçants, mais pas que les commerçants, c'est-à-dire les très petites entreprises. Voilà. On est bien d'accord, on parle des TPE, c'est des dirigeants d'entreprise, mais ils ont un regard de citoyens dirigeants. Je parle sous le contrôle de Sophie, mais les patrons de TPE, c'est 94% du tissu entrepreneurial français. Et dans cette métamorphose du regard qu'ont les Français sur les entreprises, avant, ils pensaient entreprise, grosse boîte, multinationale, méchante, profit, etc. Il y a ce regard de la TPE de proximité. Et c'est vrai qu'on a dans ce baromètre... C'est quoi une TPE ? C'est une entreprise où il y a entre 0 et 19 salariés. Alors, 15 salariés, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais la plupart des entreprises françaises, la nette majorité des 2/3, c'est du 0,9 salariés. Et c'est vrai que ils reflètent l'inquiétude des citoyens quand on leur demande leur confiance à l'égard de l'exécutif. Et ce baromètre IFOP fiduciaire, on le fait depuis 2000, ça fait 25 ans, on n'a que 7% de confiance des TPE à l'égard de l'exécutif. Il n'y a jamais le sentiment qui a été aussi fort que le climat général des affaires était si mauvais. Alors un élément de nuance quand même, il y a une sorte de distinction, de décalage entre la perception d'un climat général catastrophique avec cette incertitude, cette éclipse du politique, ce blocage du pays, et les TPE, comme l'ensemble des Français, voient aussi la situation internationale où on a un monde en plein bouleversement, en pleine mutation, en plein mouvement. Pour autant, sur leur propre entreprise, ce n'est pas si mauvais que ça. Oui. Il y a même un point de plus sur les investissements. Marrant, oui. Mais quand même, le chiffre qui m'a le plus marqué dans cette enquête qui a été diffusée en exclusivité par le Figaro hier soir, 49% des dirigeants de TPE envisagent de réduire, voire de ne plus se verser de salaire face aux répercussions de la crise politique. Et je voudrais ajouter d'ailleurs... Ça en dit non. Ouais. Sur l'image du patron avec le cigare, le golf de week-end, la maison de campagne, il y a bien sûr des patrons qui vivent très bien, on va pas se leurrer. Il faut faire la nuance. Ça fait 23 ans que je me bats là-dessus. On était, il y a quelques années, je parle sous votre contrôle, sur une moyenne des patrons de TPE à 3 500 ou 4 000 euros par mois. Exactement. C'est une somme supérieure au SMIC, mais c'est pas une somme extraordinaire. Faut pas se cacher les choses. Ouais. Et donc aujourd'hui, ils disent qu'il ne se... il y a quelque chose qui a changé complètement, et Frédéric a raison, mais je rappelle que Sud Radio était partenaire de J'aime ma boîte, fête des entreprises. Ouais. Qui avait lieu la semaine dernière, et j'étais fascinée par la question quand on pose aux salariés est-ce que vous pensez que votre société est utile à la France? Dans des boîtes de moins de 10 personnes, ils répondent à 84% oui. Donc il y a une fierté, une prise de conscience que l'entreprise est fondamentale. Les Français l'ont compris. Ils préfèrent de loin les patrons, même les grands, c'est dire, aux politiques. Et donc là, Frédéric, il y a un vrai basculement. Hein. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais il y a aussi, et je veux vraiment insister pour nos auditeurs, ce qui se passe à l'échelle politique, c'est-à-dire ce blocage du pays, cette éclipse du politique dont je ne cesse de parler depuis le 7 juillet, avec cette assemblée introuvable, ingouvernable, comme le disait une électrice d'Emmanuel Macron, indémerdable. On peut la regarder comme un spectacle, on regarde les trois blocs s'affronter, les guerres, mais ça a des conséquences concrètes économiques sur la vie des gens, puisqu'on a, ce ne sont que des sondages, mais ça veut dire quelque chose, 67% des dirigeants de TPE estiment que les marasmes politiques les contraindra à baisser leurs investissements. 56% qui ont des salariés envisagent de baisser leurs effectifs ou de se résoudre à ne plus embaucher. Donc, ce qui se passe, mais c'est l'attentisme plus que la peur. Oui, bien sûr, c'est l'incertitude qui les rend malades. La difficulté à se projeter. Il y a des verbatims dans l'enquête IFOP. Je devais embaucher 2 personnes à la rentrée, je vais arrêter. Un projet que je portais depuis plus d'1 an, je dois aussi investir dans 2 machines, je ne sais pas si je vais le faire. L'avenir est trop instable. Mais c'est normal, c'est la peur de l'avenir. Quand vous avez une incertitude politique
politique aussi forte, on a tous l'impression qu'on est à la fin de quelque chose. Oui. Vous n'allez pas investir. 2, vous allez être frileux sur certaines questions, notamment sur la question de l'embauche, ou même de se verser un salaire quand vous êtes entrepreneur ou que vous possédez une petite entreprise. Donc tous les bouleversements politiques et les bouleversements institutionnels qu'on a cette répercussion sur la population. Et c'est un effet logique. Et les impayés terrible. Oui. Alors ils ont augmenté parce que on tire sur la trésorerie, on se dit bof, on paiera le plus tard possible. Donc les impayés, c'est une boule de neige et c'est insupportable. Je veux dire que les patrons, et là je vais dans le sens de Frédéric, les patrons sont au bord de l'insurrection. Là ils y avaient pensé au mauvais moment, le MEDEF. Mais il y a un moment. Vous ne parlez pas de cette tarte à la crème de Réunion. Non. Ils étaient 3000, ils n'avaient même pas réussi à remplir la salle et ils n'y sont pas allés et ils ont annulé. Non mais je suis entièrement d'accord. Je dis que autant c'était malvenu, j'ai même pas fini ma phrase, autant c'était malvenu, autant il y a une vraie colère des patrons qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Comparez pas les patrons du MEDEF avec les patrons de TPE. Non, de TPE. Ils méritent pas ça quand même, les pauvres. Les pauvres. Non mais vous avez le même réflexe, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que d'un côté vous avez les TPE, ces TPE qui sont le maillage de la vie de l'entreprise en France, parce que ce que vient d'être dit, 94% des entreprises, et ça change aussi peut-être la perception des Français. La perception des Français sur ce que sont vraiment les entreprises, mais eux ils vivent dedans, donc ils savent que quelquefois les difficultés, et qu'en effet c'est pas le patron avec le cigare et le haut de forme qu'on a envie de voir dans les affiches très Troisième République, mais vous avez ce même réflexe, c'est-à-dire que d'un côté vous avez les Français, ce sont les Français qui épargnent, et puis les entreprises n'embauchent plus et font les investissements plus tard. Mais ça, c'est pas le signe d'une très bonne santé, ni d'un avenir qui s'écrit et la détestation du riche. C'est parce que ça, c'est terrible aussi. Et en ce moment, avec ce qui se joue... Il faut dire que pour l'ensemble de leur œuvre, ils se sont aussi... Non, Sophie, la détestation, l'Assemblée nationale en France veut flinguer les riches. Excusez-moi, dans tous les pays du monde, on les admire. Nous, on veut les foutre dehors, leur piquer leur fric et dire que c'est épouvantable. C'est le riche, il commence. Concevez, Sophie, oui, que tout n'est jamais parfait, et que pour l'ensemble de leur œuvre, il y a un certain nombre de grands patrons, de gens qui en effet étaient des super riches, qui ont tenu quelquefois des propos stupides sur le fait que les Français étaient des flemmards, qui devraient faire ci, qui devraient faire ça, qu'à 50 ans si on n'a pas sa Rolex, c'est qu'on a raté sa vie, etc. C'est pas le sujet. Mais c'est vous qui avez amené le sujet sur les super riches. C'est un peu le sujet. Mais on parle des patrons, on parle des dirigeants. Oui, mais on les assimile, c'est pour ça que je parlais du patron. De moins en moins, Sophie, chez les Français. De moins en moins. Mais on sépare, comme vous l'avez fait, on sépare en France les grands patrons qu'on n'aime pas, et puis les petits patrons qu'on aime. Souvent, les grands patrons sont des anciens gros fonctionnaires en plus. Hier, pour le cercle des entrepreneurs engagés d'Hervé Novelli qui veut peser dans le débat, on a posé une question toute simple de confiance à l'égard de toute une série d'acteurs. La cote de confiance des dirigeants de TPE et PME est 50 points supérieure à celle des élus nationaux. 50 points supérieurs. On a changé d'époque de ce point de vue-là. Le débat, il est ici. C'est-à-dire qu'on a une défiance envers le politique et le personnel politique, ou la qualité du personnel politique et ce qu'il représente. Et petit à petit, il se fait remplacer par d'autres figures qui peuvent être le chef d'entreprise. Oui. On le voit avec le président, le fondateur de Ledger, j'ai oublié son nom, qui veut se présenter à l'élection présidentielle. C'est typiquement le type de personnalité qui peut être un game changer par la suite. Donc il y a un changement dans la perception du politique et la perception même de la figure politique et de comment on doit l'incarner. Et ça peut être l'entrepreneur. Mais là, vous avez dans votre baromètre 54% des patrons de TPE qui souhaiteraient un Premier ministre issu des rangs civils. Oui, tout à fait. C'est dans cette dynamique. Mais vous voyez, je pense qu'il ne faut pas prendre ce sondage. Mais ils ont tort d'ailleurs. Mais attendez. Sophie, souvent, c'est mon métier depuis une trentaine d'années, mais je ne suis pas sondophile. Il ne faut pas prendre la réponse de manière directe. C'est comme lorsque l'on a un quart des jeunes qui sont prêts à mourir pour le climat. Bien sûr, ils ne vont pas passer à l'acte. On espère tous, mais c'est le reflet pour le climat d'un désarroi. Et pour cette question, vu que
les politiques n'arrivent plus à changer la vie. On est dans un marasme. Il n'y en a jamais pas un vu. qui était chef d'entreprise dans ces politiques. C'est vrai qu'il y a aussi une méconnaissance de l'entreprise. J'ai quelques exemples dont je ne peux pas parler à l'antenne, mais des politiques qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une marge brute, un EBITDA, qui ne connaissent pas des choses qui sont de base quand on est salarié et pas seulement cadre supérieur. Et c'est vrai que dire société civile, c'est un imaginaire qui dit bon, la classe politique n'y arrive pas, cherchons ailleurs. C'est ce qui avait été très profitable au macronisme en 2017, où on était dans cet imaginaire qui est, plutôt que tous ces politiques qui ont échoué sous Sarkozy ou sous Hollande, mettons une sportive au sport, un médecin à la santé ou un DRH à l'emploi. Ça a marché. Ça a été magnifique. Si vous me permettez 2 secondes. Arnaud Stéphane. La première chose, par expérience, j'ai vu ces patrons qui ont voulu se lancer en politique. Généralement, ça marche pas. Du tout. Ça marche pas du tout parce qu'ils n'ont pas les bons réflexes. Et 2, vous ne vous inventez pas politique. C'est pas parce que votre boîte est la championne du monde de la poutrelle métallique que vous allez être un phénix sur le terrain pour faire une élection. C'est pas vrai. Et en plus, vous avez des mauvais réflexes. C'est pas comme ça que ça se passe. Lyon, de ce point de vue-là, sera un vrai révélateur de ce que vous dites. Et donc, il faut aussi que les gens dans les entreprises ou les patrons qui seraient susceptibles de vouloir faire de la politique commencent par faire comme on fait en entreprise. On apprend le métier, adhérer à un parti politique, renseignez-vous, rentrez, assistez à des réunions, mais il faut faire ce genre de choses et pas arriver en disant alors attention les gars, moi je suis le champion du monde de la poutrelle métallique, donc tout le monde va se mettre au garde à vous, je vais vous expliquer comment on va faire. Et la deuxième chose, c'est qu'en France quand même, il faut se dire un truc, c'est que nous avons eu énormément de gens qui sont issus de la fonction publique et qui ont été des hauts fonctionnaires et qu'on a balancés dans les entreprises. Il faut se dire que les gens aujourd'hui, il y a une grande partie, regardez les CV des gens qui dirigent les grands groupes. Voilà, posez-vous les questions. Donc la désindustrialisation, le management débile en France, il y a un très bon numéro de l'Express il y a quelques mois sur le management à la française qui est une folie complète dans les entreprises. Tout ça, ça vient aussi de gens qui viennent de l'inspection du Trésor et qui avaient des idées parce qu'ils ont fait de l'idéologie dans l'entreprise et ça, c'est pas bon non plus. On est de toute façon pas sorti des ronces, voilà, pour rester correct. Ce matin, Olivier Faure, donc ça c'est l'actualité brûlante, qui a déclaré s'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi, ce sera terminé. C'est pourvu qu'il n'y ait pas d'évolution alors. C'est une menace, un ultimatum, un avertissement en tout cas. Qu'est-ce qui sera terminé d'ailleurs ? Ils voteront. La censure ? Écoutez-le. Si dans les toutes prochaines heures, en gros jusqu'à lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, il n'y aurait aucune marge de manœuvre accordée donc sur le PLF et sur le PLFSS, sur le budget de l'État et sur celui de la Sécurité sociale. Et donc, en réalité, ce serait terminé. Victoire Lapierus. Alors terminer, ça veut dire quoi ? On en rêve qui dégage. Alors, il dit il faut taper sur les GAFAM, sur les ultra-riches, sur les super-héritages. Il faut faire en sorte qu'on prenne l'argent là où il est disponible. Ce que les plus riches ne paieront pas, ce sera aux Français de le payer. C'est ce qu'a dit Olivier Faure ce matin. Et tout le monde répète la faute de Français, là où il est. Oui. Et donc, en gros, il dit si dans les toutes prochaines heures, en gros, lundi prochain, il n'y a pas d'évolution, en réalité, ce sera terminé. Ça veut dire qu'ils censureront le gouvernement. Mais c'est quand même fascinant on verra, ça, c'est une autre question. Mais ce qui est fascinant dans la réponse d'Olivier Faure, c'est qu'à aucun moment, il pense l'État. Non. C'est pas la question de prélever plus d'impôts. Vous êtes déjà le pays le plus prélevé du monde. Pensez la dépense publique. C'est ici qu'il faut les taper. C'est dans le fonctionnement de l'État, l'efficience de la dépense publique. Ils le pensent même pas. C'est un gros mot de dire ça. De dire que on a un problème avec la dépense publique de l'État. C'est fou de dire ça. On va continuer sur ce sujet. 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Donc nous allons parler d'Olivier Faure et de sa déclaration. Si ça continue, j'arrête tout. C'est quoi la phrase Si ça continue, il faudra que ça cesse. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais juste un message qu'on a reçu à propos du permis de conduire que je trouve très intéressant. Je suis une personne handicapée, nous dit cette Aude Chantal. Depuis mes 50 ans, je vois régulièrement le médecin agréé rattaché à la préfecture pour valider mon permis de conduire. Cette visite médicale est à mes frais.
33 €. Par contre, au fil des années, j'ai constaté qu'il y a de moins en moins de médecins agréés. Merci Chantal de ce message, parce que ça montre bien qu'on va mettre en place aussi peut-être une usine à gaz avec des médecins qui ne seront pas... Il y a de grandes chances. On est des spécialistes des usines à gaz. Et qui ne seront pas en mesure de... Et puis on ne sait pas si ces visites seront remboursées. Donc je trouve que c'était assez... Il y a toujours l'idée, et puis il y a la réalisation de la dite idée. Absolument. Et dans la réalisation, on est très mauvais en France. Absolument. Donc Olivier Faure, si ça continue, on arrête tout. Vous pensez Frédéric Dabi sur cette... Enfin, ils se sont fait avoir, c'est ce que disait Arnaud. Il est un peu tôt pour le dire. En tout cas, du côté des sympathisants de gauche, il y a eu un satisfecit majoritaire, y compris de 2 sympathisants des LFI ou des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, sur le fait que le PS soit parvenu à faire suspendre cette réforme des retraites. Alors, suspendre, décaler, il y a des questions de mots, et les mots, ça compte énormément. Mais on va dire, pour l'instant, suspendre. Maintenant, c'est vrai que le PS, sous la pression de ses alliés, ne peut entrer que dans une logique peut-être de surenchère par rapport à ce budget. Parce que là, on n'est que sur des taxes. Hein. On taxe les tickets restaurants, on taxe les vapoteuses, on taxe les retraités. Les 8%, on taxe. Il y a quand même une sorte de C'est vrai que là, on est... Les mutuelles qui vont augmenter. Les mutuelles, oui, c'est ça, les mutuelles. C'est vrai que là, on est en décalage avec ce qu'attendent beaucoup de Français, qui est des taxes, publiques. Pourquoi pas, mais surtout que l'État fasse un effort en premier, qu'il y ait une réduction de la dépense publique. Marine Le Pen a fait une liste, vous l'avez vue ? Oui, tout à fait. Et alors il y a eu pas mal d'imprécisions sur aujourd'hui, les montants, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est la seule qui fait une liste. Voilà. Au-delà de ce qu'on peut penser de ce contre-budget du Rassemblement national, plus que jamais, la stratégie est plutôt intéressante et pertinente pour les RN, qui, plus que jamais, veut se placer comme une alternative. Ceux qui n'ont jamais été essayés, donc ça passe par un shadow cabinet, et ça passe... cabinet, c'est un gouvernement fantôme, qu'ils n'ont pas désigné, mais on voit qu'il y a des personnes qui émergent comme speaker. Pas que ça soit le fantôme du cabinet, surtout. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, c'est des questions qui se posent sur la crédibilité du RN, et donc cette idée de l'alternative passe aussi par des propositions budgétaires, même si elles ont été quand même fortement critiquées par beaucoup d'observateurs. Alors, mais tous les partis ont proposé des contre-budgets. Hein. Oui, les contre-budgets, mais les dépenses de l'État, j'ai rien vu. Non, c'est vrai. Il y a un truc qui est quand même intéressant. Quelque chose que je voudrais répéter, c'est pas parce... Pardon. Je parlerai après. Oui, allez-y. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a 2 choses qui moi me passionnent en ce moment dans cette séquence très courte qui vient de s'ouvrir. On verra si elle perdure d'ailleurs. Un, c'est qu'on peut se demander quand même si le Parti socialiste tout d'un coup ne monte pas dans les aigus, parce que on vient de toucher aux mutuelles. La mutuelle, c'est le champ de compétences du Parti socialiste. Ce sont leurs amis, ils y ont travaillé. Monsieur Ferrand, salut. Et donc il est plus socialiste depuis longtemps. Oui, mais en revanche, il a été mutualiste longtemps. Voilà. Et quand il était socialiste. Et donc c'est vraiment leur champ, c'est vraiment leur zone de confort, quoi. Et tout d'un coup, on commence à toucher aux mutuelles. Je pense que ça a touché, ça a un peu titillé le Parti socialiste. La deuxième, du point de vue de la communication, ce qui est intéressant, c'est la Trumpisation du temps politique. C'est-à-dire que dorénavant, on donne 48 heures à tout le monde. C'est Donald Trump qui avait lancé ça. Je vous donne 48 heures pour me donner une réponse. Et maintenant, 3 ans. Le politique français s'était dit génial. Alors maintenant, on peut dire n'importe quoi sur le temps, et en même temps, on crée une urgence. Donc, c'est moi qui reprends la maîtrise du temps. C'est pas que le président qui est le maître des horloges. C'est moi qui suis le maître du chronomètre. Et donc, je crée des urgences. Non mais. Frédéric Dabi. Non, mais ce que dit Arnaud est tout à fait intéressant. Il y avait eu un essai de Gilles Finkelstein qui s'appelait La dictature de l'urgence, sur ce temps national accéléré. Ça passe par des remaniements annoncés un dimanche soir. Ça passe par cette accélération, et c'est un point de distinction très fort avec l'échelon local. Ce qu'apprécient également les Français à l'égard de l'action municipale, c'est qu'on est malgré tout sur un temps long. Alors, bien sûr, ça grogne à Bordeaux, Clermont-Ferrand ou ailleurs quand il y a des travaux, voire beaucoup de travaux, mais
Mais à l'échelle locale, les maires arrivent, pour la plupart, à montrer une finalité, un cap, et à montrer qu'ils font des efforts, les premiers, en informant, en présentant des budgets à l'équilibre. Vous savez très bien, nos auditeurs savent qu'un budget insincère, ce n'est pas possible à l'échelle d'une collectivité territoriale. Et plus que jamais, vous citiez notre livre tout à l'heure avec Brice Sokol, que l'échelon municipal devient l'échelon de référence et de contraste total avec l'échelon national, puisque eux, les maires, sont sur le terrain, eux sont dans l'écoute et pas dans l'autodialogue que l'on voit à l'échelle nationale, parce que franchement, les mécanos budgétaires, les majorités à construire, les séances de commission, mais n'intéressent pas, on ne parle pas aux Français dans ce cadre-là. Donc, plus que jamais, l'échelon municipal devient l'échelon pilier de la Ve République. Oui. Sophie, vous voulez évoquer un petit mot, parce que on parlait des dépenses, des programmes, des contre-programmes du RN, avec toujours cette espèce d'arlésienne qui est l'union des droites. Mais les chefs d'entreprise, là, et j'ai écrit un papier qu'on trouve sur le JDD, sur le site du JDD hier, et il faut absolument, quand on parle de droite, qu'on s'entende sur un socle commun vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire qu'on est d'accord économiquement. Mais ils ne sont pas d'accord. Enfin, le LR et le RN n'ont rien à voir. Arrêtez de parler d'extrême droite, il n'y a pas d'élargissement. Ils sont ni extrêmes ni à droite. Il faut oublier. Parce que ce qui est important dans ce qu'ils parlent, lorsqu'on parle d'élargissement des droites, ça veut dire qu'il y ait quelque chose de commun sur le plan de l'économie et de l'entreprise. Et il faut absolument le faire. Et ça, ils sont incapables de dire, bon, ben voilà, liberté de manager sa boîte, arrêter de taxer. Je suis pas d'accord, Sophie, pour avoir connu un peu connu ce milieu, ayant été chez les Républicains il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, et avoir c'était l'UMP exactement, à l'UMP, et avoir bien connu la famille nationale, comme on dit. Il y a quand même une séparation très importante. Les ouvriers, les employés, les patrons de très petites entreprises, c'est un sujet que connaît bien le Rassemblement national. Oui. Et pendant très longtemps, on oublie, mais quand c'était le Front National, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, vous aviez quand même un programme sur, par exemple, la suppression de l'impôt sur le revenu. Non, mais il était à droite, Jean-Marie Le Pen. On a oublié que Ronald Reagan était Ronald Reagan français, gouverneur de Californie à l'époque. Il était le Reagan français, puis après il a été le Thatcher français. Enfin bon, bref. Et c'est un milieu qui connaissent pas mal. LR, pour les avoir pratiqués, c'est que vous avez aussi un substrat social et sociologique qui fait que, encore une fois, on n'est pas sur la même échelle. C'est-à-dire que les gens de LR sont plutôt fascinés justement par les grands groupes, parce que culture d'école de commerce, parce que culture de cette culture héritée du libéralisme des affiches années 86, la droite revient, la cravate en l'air, et ils se sont convertis complètement dans un libéralisme forcené. Ce qui n'était pas la culture du RPR. On se souvient que Jacques Chirac avait dit, quand il avait fondé le RPR, qu'il voulait en faire un travaillisme à la française. Bien sûr. Il y a un seul libéral, c'est David Lisnard. D'accord, il va être content, mais il a raison, peut-être, sûrement. Mais en l'occurrence, vous avez cette différence d'échelle qui fait que, comme pour la physique quantique ou pour la relativité générale, l'un ne fonctionne pas avec l'autre et l'autre ne fonctionne pas avec l'un. Et que donc, une union des droites avec des gens qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas de la même échelle, qui ne voient pas le monde de la même manière, ça va être extrêmement compliqué. Mais l'union des droites, c'est une chimère. Du point de vue économique, le temps de travail, par exemple. Oui, mais c'est pas possible. L'union des droites, idéologiquement, elle se fera pas. Déjà, si on prend historiquement les familles idéologiques à droite, vous avez les bonapartistes, vous avez les légitimistes, vous avez les agraristes, vous avez les conservateurs. Ça va... Les horribles orléanistes. Voilà, donc vous avez des familles politiques qui sont éclatées dans deux partis. Pour réunir ces personnes-là sur des questions, par exemple sur la question de l'économie, ça va être très compliqué. Ils n'ont pas du tout la même optique. Donc l'union des droites, c'est vraiment... juste un truc, c'est que sur un certain nombre de territoires, et donc beaucoup de territoires aujourd'hui pour LR, qui est devenu un parti résiduel, sociologiquement, il n'y a quasiment pas de différence entre les électeurs de LR et les électeurs du Rassemblement national. C'est surtout sur l'âge. On a publié 2 enquêtes récemment. Notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio était l'intention de vote législative, où on avait 41% d'électeurs LR qui voulaient, dans le cas d'une dissolution, des candidatures uniques. Ça veut dire quelque chose, RN reconquête LR. Et l'enquête pour Valeurs Actuelles, où on voyait que l'Union des droites était quand même
plébiscité, et jusqu'à maintenant c'était le cas des électeurs RN et ceux de Reconquête, et c'était un 50-50 du côté de LR, parce qu'une partie de LR regardait le macronisme. Moi, on a plusieurs fois sur cette antenne, on m'a entendu parler de Sainte Alliance LR-LREM pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, sur la réforme des retraites 2019, sur la réforme de la SNCF, sur les réformes de structure etc. Maintenant, c'est vrai que l'affaiblissement de LR, on change de rapport de force, combien de divisions, comme disait l'autre, par rapport au Vatican, et c'est vrai qu'il y a d'une part des sujets sur lesquels l'électorat LR et l'électorat RN sont en fusion, et ça date même du repère. L'immigration, insécurité, identité, etc. Par contre, sur les questions économiques, il restait quand même des divergences. Oui, des divergences, mais c'est une question de rapport de force. Quand on a Marine Le Pen à 23 à la présidentielle et Valérie Pécresse à 4,5, c'est-à-dire 6 fois moins, ça change le rapport de force. Et l'électeur LR ne veut peut-être gagner. Des auditeurs réagissent, des auditrices. Ce sont les retraités qui vont être le plus pénalisés par ce budget. Marie nous dit c'est dingue, il n'en revient pas à l'idée de baisser les salaires des hauts fonctionnaires, des ministres, des secrétaires d'État, d'arrêter le gaspillage. Oui, mais c'est des enfin voilà, on a l'impression aujourd'hui que effectivement on n'est que dans la taxation. Et Swazik qui nous laisse un long message qui dit il faut maintenant faire des appels d'offres pour choisir les entreprises privées les moins disantes par souci d'économie. C'est ainsi que nos ateliers textiles ferment tous les ans après les uns après les autres. Les uniformes militaires ou policiers sont fabriqués à Madagascar avec une qualité très médiocre. Les décisions à prendre demandent aussi plus de temps car il faut des réunions de décideurs, etc. etc. Sur l'affaire des uniformes de l'armée française fabriqués à Madagascar, je connais l'histoire. On va pas citer de nom, mais vous allez comprendre tout de suite. Il y avait un ministre de la Défense à l'époque, au moment de l'appel d'offres, qui était originaire d'une région de France plutôt à l'ouest, et il avait fait gagner une PME qui n'était pas capable de fournir le matériel nécessaire, en revanche face à des grands groupes qui étaient installés plutôt dans le nord et dans l'est avec une grosse expérience textile. Il avait décidé de faire gagner curieusement cette entreprise. Évidemment, l'autre est allé en justice et finalement on a annulé carrément l'appel d'offres. Et donc, on a renvoyé nos tissus se faire à Madagascar. Donc, ça aurait pu être changé il y a plus de 10 ans. Ça n'a pas été parce qu'il fallait favoriser le tissu économique de la région de l'Ouest de ce ministre de la Défense. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous après le rappel des titres. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous pour commenter l'actualité et puis de façon un peu plus légère, parler d'autres sujets avec vous qui ont retenu votre attention, celle de nos débatteurs, Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, Mehdi Raïch, analyste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et vous allez publier dans quelques jours, c'est le 7 novembre, L'écharpe et les tempêtes, face au maire, la défiance inattendue, qui va paraître aux éditions de l'Aube. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et vous avez publié Réussir, c'est possible aux éditions Fayard. Alors, petit tour de table un peu plus léger en ce vendredi avec votre coup de cœur, Sophie. Vous avez eu envie de faire un pas de côté. J'avais contribué, d'abord j'avais écrit le guide des croqueurs de chocolat, c'est une grande passion. Et Sylvie Douce a fondé après le salon du chocolat. Et ce salon du chocolat est devenu incroyable puisqu'il existe au Japon, etc. C'est bientôt. Et c'est magnifique parce que on est sans arrêt en train de développer des parfums, que c'est des vrais aficionados et que j'espère que ceux qui aiment le chocolat me comprendront. Le vrai chocolat, c'est-à-dire le chocolat amer. Et cette année, il s'est doublé des pâtisseries au chocolat, le salon. Et donc, même il y a des gens qui viennent de partout en France, et j'ai un vrai coup de cœur pour le salon du chocolat. Ça fait qu'il y a une petite inquiétude, je ne sais pas si vous pouvez me renseigner, mais il paraîtrait qu'il y aurait des substances dangereuses dans les sèves, dans le cacao. Oui. Les sèves de cacao. Oui, mais dès qu'il y a quelque chose de bien, on vous explique qu'il y a un truc dangereux derrière. Oui, je pense qu'il faut manger 3 kilos par jour pendant mais c'est pas loin de 10 ans. C'est pas bon à ce point-là. Non, je plaisante. Chocolat noir, vous? Ah oui. Praliné?
Non, vraiment le croque noir, vraiment la tablette de chocolat. Oui, avec la ganache quand même. On peut, etc. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous n'avez pas un sondage, Frédéric, sur les amas, mais je sais que vous aussi vous êtes sucré. Un petit peu. Un petit peu sucré. Même. Bon, le salon du chocolat qui commence, vous avez les dates prochainement. Non, prochainement. Donc, mais effectivement, mais les prix ont beaucoup augmenté. Pardon d'être un peu rabat-joie. 29 octobre au 2 novembre. C'est presque devenu un produit de luxe, le chocolat. Ouais. Alors avec vous, on reste dans la fantaisie. On mange pas des kilos quand même. Mehdi, on Kermit la grenouille. Oui, Kermit la grenouille. Donc, Charles Aznavour. Bravo. Alors c'est très pointu aujourd'hui. C'est vendredi, ça s'appelle. Voilà. Non, mais là c'était pour pointer cette magnifique œuvre qui trône sur la place Vendôme de Kermit la grenouille. C'est mieux que le sapin. Je sens que je vais être d'accord. C'était un plug. C'était pas un sapin, c'était un énorme plug. Oui. Donc on reste dans cette thématique-là. Donc à titre personnel, moi ça me fait bien rire. En vrai, je trouve ça plutôt drôle. C'est une œuvre temporaire. Mais c'est encore heureux. Oui, mais je trouve ça donc plutôt drôle. Donc c'est une espèce d'immense. Il a pris un coup de mou parce que cette nuit il a pris un petit coup de mou. Il a été victime de la tempête. De la tempête Benjamin. Hier soir. Donc on verra s'il tiendra. C'est pour 4 jours, il me semble. C'est du 22 au 26 octobre. Voilà. Donc c'était. Ce qui est inquiétant, c'est la laideur et le concept de l'art. Attends, c'est assez drôle parce qu'on s'est retrouvés à perdre nos bijoux de famille avec le Louvre, et là on se retrouve avec cette énorme grenouille gonflable place Vendôme. Ça fait parler les gens, c'est assez drôle, je trouve. Bon, à titre personnel, je trouve ça très moche. Oui, c'est objectivement très moche. Mais le sujet est drôle. Moi, je vais être positif. C'est très nostalgique, comme l'a très bien imité Arnaud Stéphane. Kermit la grenouille, c'était le présentateur, le monsieur loyal du Muppet Show, avec sa complice Peggy la cochonne. Et de manière plus politique, rappelez-vous, pour nos auditeurs plus âgés que la moyenne, si je puis dire, qu'il y avait le Bébête Show, une parodie politique du Muppet Show que faisaient Stéphane Collaro et Jean Roucas sur TF1, avec des succès d'audience absolument monstrueux. C'était avant l'émergence des Guignols, et François Mitterrand, qui se faisait appeler Dieu, était représenté sous les traits de Kermit la grenouille, et on l'appelait Kermitterrand. Et Georges Marchais, c'était Marchie la cochonne. Et Pencassine. C'est marrant que vous le reteniez. Il y avait Jacques Lang, c'était Langue de Chèvre. Il y avait Black Jack pour Jacques Chirac. C'était quelque chose d'extrêmement drôle. C'était un humour chansonnier, beaucoup moins incisif que les Guignols. Mais c'est vrai que ce succès du Muppet Show a été alimenté aussi par cette parodie politique qui faisait vraiment, mais ça faisait 10 à 12 millions. C'est une autre époque de la télévision. Et c'est vrai que c'est drôle. Place Vendôme, il y a le ministère de la Justice, pas seulement des bijouteries, et tout le monde veut être Dieu, et c'était donc. C'est très drôle, effectivement. Mais pardon, mais où est l'art dans tout ça? C'est de l'art ou du cochon, comme vous voulez. Mais c'est très drôle. Un happening, quand même. C'est sympathique. C'est mieux pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est la marionnette, c'est ça. Oui, c'est Kermit. Alors il est dans une position un peu suggestive. Je décrirais. Kermit, c'est quoi? Kermit, c'était la grenouille. Mais ça ressemble à quoi donc? C'est une grenouille. Une grosse grenouille verte. Une vraie grenouille. Oui, la position est un peu particulière. J'aurais du mal à la décrire. Il est un peu à quatre pattes. Il montre ses fesses. Il montre un orifice. Un orifice. C'est une grenouille gonflable géante de 20 mètres signée Alex Dacorté. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait vu le Bébé Show. Donc nous, ça nous rappelle ça. Il avait vu le Bébé Show. Comment il est arrivé là, ce mec? Il faut un lobbying d'enfer quand même. Ça me rappelle toujours le sketch des Inconnus avec cet artiste qui est doublement réfugié politique parce qu'il est d'un côté chilien et de l'autre côté roumain. Ouais, c'est ça. Non, il y a aussi le record d'une vente qui a été fait pour un tableau entièrement bleu. Mais alors, il y a récemment. C'est sublime. C'est un monochrome. Un monochrome. Ouais. Alors en fait, c'est pas du tout Kermit. Il veut rendre hommage à un incident qui a eu lieu à la parade de Thanksgiving en 91. C'est l'explication. Hein. C'est
là, on est un peu C'est Kermit la grenouille, le personnage. C'est sûr et certain. Kermit, Ça, c'est sûr et certain que c'est Kermit la grenouille. Mais c'est peut-être un hommage à une. Donc, si c'est Thanksgiving, c'est la parade. Il y a dû avoir. Elle a dû tomber sur la foule ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je vais essayer de comprendre. Mais bien sûr que c'est Kermit. Oui, la poupée gonflable, je sais pas comment l'appeler. C'est Kermit la grenouille. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. C'est Kermit la grenouille. Alors, parlez-nous d'art, vous aussi, mon cher Arnaud. Oui, alors c'est un d'art, oui, puisque il est question d'Albi, parce qu'on a vu que Albi avait été classée comme la 5e ville absolument à visiter en Europe par le classement Forbes. Et ça me touche parce que c'est une ville que j'ai connue il y a bien longtemps pour des raisons rugbystiques. Et il se trouve que j'avais découvert cette ville que je ne connaissais absolument pas, et j'y avais découvert le pont sur le Tarn, j'avais découvert cette cathédrale invraisemblable, et je pense que ça joue beaucoup aussi pour Forbes, peut-être pour amener les gens à visiter cette ville. On a une cathédrale absolument magnifique et qui a plusieurs particularités, et notamment d'être entièrement peinte à l'intérieur, et c'est vraiment sublime, et notamment une fresque gigantesque qui s'appelle le Jugement dernier, qui est très inquiétante mais qui est magnifique. C'est vraiment quelque chose à voir. Le pont sur le Tarn qui traverse la ville, et puis aussi c'est une ville qui avait été très riche parce que elle avait les coloristes qui étaient là-bas, et donc les gens avaient été travailler en Italie, et ils avaient ramené de l'architecture d'Italie, et vous avez énormément d'hôtels particuliers hérités de ces familles de coloristes. Parce que le nombre de villes abîmées, ça n'a pas été abîmé du tout. Non, ça a été très très bien entretenu. Et puis en plus, si vous aimez le rugby, on est sur Sud Radio, vous avez l'avantage à Albi d'avoir 2 clubs, un à 13 et un à 15, et on salue les Tigres à 13 d'Albi, et puis peut-être aussi un coucou à un ancien garçon qui a travaillé sur cette antenne ici, qui s'appelait Esteban Rana, qui est d'Albi. On le salue. On le salue s'il nous écoute. Alors, visiblement, en 91, il y a eu une grande parade, la parade de Macy's, très connu et très réputé, le grand magasin, et donc il y a eu des fortes rafales de vent qui ont projeté le ballon de Sonic de Hedgehog contre un lampadaire, et le lampadaire a endommagé le ballon, et il y a eu des blessés, et donc Kermit, effectivement c'est bien Kermit, a été brinque-ballé par le vent, et donc c'est un hommage à ça. Voilà, l'inspiration. Allez voir où se niche. C'est une idée d'Anne Hidalgo ? Pardon ? Non, mais c'est le. Je crois que personne n'a la référence de cet incident. Ouais. Une façon de rendre hommage à la chaîne publique américaine PBS. Voilà, bon, chacun trouve son inspiration où il peut. On a fait le tour de vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va se retrouver dans un instant, peut-être commenter, même si on l'évoquait hier, la difficulté d'écouter le compte rendu d'audience du meurtre de la petite Lola. Et il y a eu le réquisitoire qui réclame 30 ans de prison, enfin la perpétuité incompressible. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est avec vous jusqu'à 11h30. À 11h30 dans l'émission Média, nous recevrons le patron du RAID, qui est assez rare dans les médias, et la réalisatrice d'une série documentaire d'une série de documents très très puissants, très 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 bien réalisés, qui débute ce soir sur Canal+. Donc chef du RAID sera avec nous sur Sud Radio à 11h30. Oui, on vient d'apprendre donc les réquisitions du procureur en ce qui concerne la meurtrière de la petite Lola. Donc la perpétuité incompressible est requise du fait de l'extrême dangerosité de l'accusé et de l'extrême gravité des crimes commis. C'est ce qu'avait demandé la mère de cette petite fille martyrisée, assassinée. On a du mal, enfin tous autant qu'on est, à écouter cette histoire. C'est insoutenable. Sophie, vous disiez pendant la pub, effectivement, on s'étonne même qu'elle puisse comparaître, qu'on dise qu'elle est psychologiquement, quand on voit l'horreur de ce qu'elle a pu faire. Oui, elle est psychologiquement, forcément un monstre, mais elle a vu une psychiatre très spécialisée qui était étonnée de voir à quel point elle était normale, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'elle avait un comportement, aucun regret, quoi que ce soit, capable de décrire tout ça froidement, et un comportement parfaitement normal. Ouais. Oui, c'est. La phrase qui est terrible, c'est puisque je l'avais violée, je pouvais la tuer. Oui. Bah.
Non, mais on est dans l'abomination la plus. Non, mais bien sûr, ça. Alors, Frédéric. Je ne vais pas dire des choses intéressantes. Je vais faire un petit pas de côté parce que effectivement, parler de cette affaire, c'est une horreur. Je dirais quand même, pour faire vraiment un pas de côté, que quand on interroge les Français sur les actes d'insécurité, de violence qui les ont marqués, bien sûr, ils citent l'affaire Philippines, l'affaire Lola, Thomas de Crépol, etc. Mais les Français citent d'abord fortement des cas où les victimes sont des personnes qui ont une part réelle ou symbolique d'autorité de l'État. Des enseignants, vous voyez à qui je fais référence, des policiers, un pompier qui peut pas rentrer dans une cité, un médecin, un maire. Les maires, il faut oublier le meurtre du maire de Signes en 2020, l'agression terrible qu'est connue un maire dans l'Isère cet été, parce que pour les Français, l'insécurité, c'est d'abord une perte de contrôle de l'État. Et je rappellerai que dans quelques mois, on oublie ça, il y a des élections municipales. Sachant que autour de cette table, personne n'est sûr que le prochain scrutin sera un scrutin municipal, compte tenu du risque qui reste possible de dissolution à n'importe quelle date. Je rappelle également que la Chambre qui a envoyé Poujade à l'Assemblée et le jeune Jean-Marie Le Pen a été élu le 2 janvier 1956 par un temps de -15 en France. Alors on n'aura sans doute pas une élection avant le réveillon, mais sait-on jamais. Et la question de l'insécurité, avec en plus comme élément aggravant le trafic de drogue, le narcotrafic, le mot est utilisé par les Français, et aujourd'hui le premier déterminant du vote des Français aux élections municipales. Le Premier ministre n'a pas dit un mot sur ça. Non. C'est compliqué quand même. Je ne sais pas si c'est son rôle. Je rajoute un petit mot sur... c'est hélas un fait divers atroce, tout ce que vous voulez. Je parle pas du fait divers, je parle de l'insécurité. On peut revenir aussi sur les hésitations du ministre de l'Intérieur sur le nombre. Là, on peut en dire un mot. Je rajoute un petit mot sur Lola parce que c'était le sujet. Il y a un philosophe qui s'appelle Lorenzo Laclau, qui a conceptualisé le concept de moment populiste. Alors je sais que le mot populiste peut faire des fois péjoratif, mais le moment populiste, c'est quand un fait divers, de par son intensité ou son horreur, arrive dans l'espace public et il est symptomatique de toutes les failles systémiques que peut avoir un État. Et donc l'émotion qu'engendre ce moment populiste, c'est actuellement ce que l'on vit avec ce qui se passe avec Lola. Donc je voulais juste mettre un petit mot sur ce sujet-là, parce que non seulement on est tous... c'est la version transalpine de Gustave Le Bon, quoi, sur l'utilisation. Donc le moment populiste, c'est ça, et je pense que la société française, en fait. à travers ce sujet de Lola, on a parlé de Philippines, mais vraiment ce qui s'est passé avec Lola est d'une horreur absolue. C'est ce moment populiste, donc je voulais un petit peu parler de ce sujet. Voilà. On vit tous cette émotion. J'entends ce que vous dites, Mehdi, ce qui a quand même changé par rapport aux années 80. Après l'abolition de la peine de mort, c'est que les appels au rétablissement de la peine de mort suite à cette affaire ont été extrêmement marginaux. Je me souviens, quelques années après l'abolition de la peine de mort, il y avait eu un drame horrible au carnaval de Dunkerque où 4 jeunes filles avaient été assassinées par un multirécidiviste. Il y avait eu même des sondages qui avaient été commandés, etc. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, mais c'est intéressant de voir que les Français ne sont plus maintenant sur cette logique de dès qu'il y a un fait divers, un fait de société affreux qui se produit, on va crier... bonne interdémission ou de faire assassin comme dans les années 80 et réclamer la peine de mort. Dernier point plus politique, j'ai en tête notre radioscopie, il faut fiducial JDD Sud Radio sur l'électorat du Rassemblement du Front National, c'était le Rassemblement en 2023. Les deux sujets de société ou deux sujets de valeur où il y a une différence encore très forte entre l'ensemble des Français et les Français qui ont voté au moins une fois pour le Rassemblement national, il y en a deux, c'est l'Europe, où on est beaucoup plus anti-européen au RN, et c'est le rétablissement de la peine de mort qui reste très majoritaire dans l'électorat du Rassemblement national. On fera sans doute cette enquête de nouveau en 2026. On verra avec la croissance du RN si cette spécificité demeure. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, sur ce débat sur la peine de mort, c'est que vous n'avez plus un parti ni des personnalités qui portent ce discours. Ce qui est contrairement aux années 80, où il y avait encore des gens très importants au RPR qui portaient le rétablissement de la peine de mort. Aujourd'hui, en 2002, dans sa candidature avortée, Charles Pasqua
disait je rétablirai la peine de mort. Voilà. Et aujourd'hui, même Marine Le Pen n'est pas pour le rétablissement de la peine de mort. Donc à partir de là, vous n'avez plus de personnes qui puissent porter ce discours, et donc il se délite un petit peu dans l'opinion. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi vous avez ce substrat de demande de rétablissement de la peine de mort, ou que ça soit un sujet important dans l'électorat RN, parce que c'est un électorat extrêmement populaire et qui est souvent la première victime de ces crimes. Ça se passe souvent dans la France périurbaine ou dans la France rurale. C'est eux qui en sont victimes. Il suffit de regarder comment ça se passe, où sont au lieu ces viols de masse ou ces assassinats. C'est souvent dans cette France périphérique et rurale. Le sujet de Lola va soulever la question des OQTF. Exactement. Donc on va se retrouver face à une faille systémique. Là, c'est en ville, mais c'est ce type de sujet. Mais de temps en temps, on a quand même, Frédéric, le débat qui ressurgit quand il y a des meurtres de policiers. Où on dit peut-être qu'on pourrait rétablir la peine de mort dans certains cas, ce que vous disiez. Ça a été, ce que dit Arnaud est extrêmement juste. Il n'y a plus d'incarnation qui est sur cette logique-là, et c'est beaucoup moins réactivé automatiquement. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé, quand on a le courage de lire le compte-rendu, quand on pense à la maman de Lola et son frère qui ont assisté à tous les débats, avec les images qui ont été craquer malgré tout, on peut être. On rappelle que son père est mort de chagrin. Oui, absolument. Si, quelques mots quand même sur c'est vrai que moi ça m'interroge, le comportement du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est plutôt habile, qui est quelqu'un de plutôt carré, et qui n'a pas voulu donner les chiffres quand il a été interrogé par Darius Robin, les chiffres de l'immigration clandestine. Il a dit aux alentours de 200 000. Il a été ensuite cuisiné par Sonia Mabrouk. Il a dit 700 000. Et hier soir, Bruno Retailleau, qui était l'invité de LCI, et toujours de Darius Rochebin, dit qu'on est plutôt aux alentours d'1 million. Je me demande s'ils savent. C'est difficile de savoir qui les sans-papiers, les clandestins. Mais on a à peu près une fourchette. Mais me lancez pas sur Monsieur Nunez, si vous voulez, qui est un. Il y a des traditions comme ça de gens qui sont issus de la police eux-mêmes, qui sont des hauts fonctionnaires liés à la police et qui sont des fonctionnaires idéologiques. Voilà. Monsieur Nunez, il a un fond politique et philosophique qui fait qu'il est sur. Ah non, moi je trouve pas du tout extra. Je trouve qu'il est nul et c'est pas moderne. Il a géré quand même un certain nombre de choses. Il faut regarder ce que font les gens. Ça veut dire quoi ? Les interdictions de réunion systématiques de certains groupes. Et puis il faut pas se oublier, au moment où nous avons des tensions extrêmement fortes sur des mouvements d'extrême gauche, sur l'islamisme, etc. L'obsession de Monsieur Nunez, c'était de parler d'une fantasmagorie de menaces terroristes de l'ultra-droite. Voilà, ça a été son discours devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, etc. Il n'a cessé de faire. Ah oui, c'est un fonctionnaire idéologique, et donc il y a une espèce de non-dit, alors là, quasiment psychiatrique, où il n'arrive pas à dire le nombre des clandestins, parce qu'en plus il dit si je le dis, mais non, moi j'ai pas besoin de le connaître, et je m'en passe très bien d'ailleurs. Mais il se sent obligé, il est incapable de donner ce chiffre, parce que c'est impossible pour lui de donner ce chiffre, parce que, et il l'explique en plus, si je le donnais, ça pourrait créer du trouble, je ne veux pas donner de la polémique, etc. Mais il n'est pas là pour pas créer de la polémique, le ministre de l'Intérieur. Il est là pour donner des chiffres et donner des caps sur ce qui doit se passer en termes de sécurité. Si je disais, vous le connaissez, c'est pas comme ça, c'est parce que je suis très étonnée. J'ai justement entendu un portrait très élogieux de lui il y a 48 heures, même à la radio. Très élogieux, mais il a plutôt bien géré globalement jusqu'à maintenant les Jeux Olympiques. Il a été extraordinaire pour les Jeux Olympiques. Préfet de Paris, préfet de police. Mais en plus mais non, mais attendez, vous avez eu les Jeux Olympiques. Vous avez eu Notre-Dame, tous ces trucs-là, on s'est libéré complètement des règles habituelles de fonctionnement de l'administration et du droit. C'est pas pareil, Notre-Dame. Ça marche très bien. Oui, quand vous avez 80 000 policiers ou 100 000 policiers tout d'un coup sur Paris qui dorment dans les casernes et qui sont à tous les mètres pour gérer la sécurité, ça se passe très bien. Ou avec des touristes étrangers très gentils, il suffisait de voir comment ça se passait dans Paris pendant les Jeux Olympiques. Les gens étaient charmants. C'est pas tout à fait la même habitude. Effectivement, le discours est
plutôt à gauche. Nous avons bien des étrangers en situation irrégulière qui commettent un certain nombre de délits. Mais moi, je suis ministre de l'Intérieur, je lutte contre des délinquants. Je veux bien donner des chiffres, mais je n'établis pas de lien. C'est une rupture. Alors, je dirais simplement que c'est une rupture avec ce qu'avait fait Gérald Darmanin, qui avait publié des statistiques sur le lien entre insécurité et personnes d'origine étrangère sur des actes délictueux à Paris, Lyon et Marseille. Fragiliser la position du ministre de l'Intérieur si ces chiffres sont utilisés politiquement par la suite. Absolument. Merci à tous les quatre. Donc, dans un instant, avec Gilles Gansman, nous recevrons le patron du RAID et la réalisatrice de cette série de documents que vous pourrez voir sur Canal+ à partir de ce soir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.